Alors, c'est notre première entre Circle, le Labia, avec trois intervenants sur trois sujets. C'est, voilà, c'est un petit peu sport. Mais en tout cas, bon, ça va être trop, trop bien, je pense. Enfin, c'est le début d'une grande aventure tous ensemble. J'imagine que vous avez tous un peu testé les choses, mais peut-être déjà suivi des formations. Et du coup, ça sera vraiment intéressant que vous parliez de vos questions aussi là dans le chat. Ou même, il y a tout un petit, une petite table questions. Donc là, on va enable question. Ouais. Donc si vous voulez poser des questions, allez-y. Et surtout, en fait, là, l'idée vraiment de ce lab, c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis, quoi. En fait, c'est-à-dire que là, on est quand même sur une interface très très simple. Enfin, voilà, tous les LLM qu'on peut tester sont hyper simples. Donc l'adoption est plutôt facile, mais après savoir quand le résultat est juste et approprié, ça c'est un peu plus difficile. Donc là, ce qu'on vous propose, et ça sera toujours le cas, c'est vraiment un prérequis pour tous les prochains labs, c'est d'apprendre à prompter. Et il y a voilà, on a des petites techniques, et c'est pas assez difficile, mais vous verrez, il y a quand même une procédure, une méthode qui fait qu'on peut avoir après des très très bons résultats, aller beaucoup plus vite et faire évoluer notre métier. Et donc nous allons réaliser ces labs tous les mois, tous les premiers mardis du mois. Voilà, en gros. Donc ça c'est le premier, il est gratuit et les autres seront accessibles avec l'abonnement ou à l'unité et seront accessibles en replay. Donc ça va comme ça, on va créer toute une bibliothèque de contenu que vous pourrez consulter, qu'on mettra à jour, et surtout qu'on partage nos expérimentations. Ça, c'est important d'avoir cet endroit pour ça. Donc on va être plusieurs intervenants pour parler avec vous de ce super sujet d'UX et d'IA. Moi, je m'appelle Alexandre, je suis user researcher. Je suis freelance et je travaille essentiellement à Bruxelles, mais aussi un petit peu en France, soit pour des agences comme James, soit chez des clients. J'aime bien les clients de l'industrie chimique, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Et puis je donne beaucoup de formations en UX, que ça soit à l'université à Bruxelles ou dans d'autres organismes. Voilà. Et alors depuis pas mal d'années, mes collègues m'appellent le geek de l'UX, parce que j'aime bien tester tous les nouveaux outils, et c'est un petit peu ça qui m'a amené d'ailleurs à l'IA. Hello à toutes et à tous. De mon côté, donc c'est Terry, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je bosse dans la tech. Aujourd'hui, je suis, podcasteur et product builder, donc j'ai un podcast qui s'appelle Just a Click, dans lequel j'interviewe pas mal de personnes de l'écosystème tech, et produits, francophones, dont Pauline a été interviewée, cet été d'ailleurs. Sinon, donc à côté de ça, je construis du coup des produits. Avant ça, j'étais product manager, donc pour moi l'IA, ça a eu un impact assez fort, d'évolution de mon métier, mais ça on en parlera juste après. Et au tout début de ma carrière, du coup, j'ai commencé en tant que développeur, ce qui me donne aussi ce regard, un peu plus tech, sur l'utilisation de ces nouveaux outils. Et puis pour terminer, enchanté, à tous. Je suis Romain Pinchena, je suis principalement designer, plutôt dans l'écosystème, start-up, scale-up et depuis assez jeune finalement, je suis, ce que je pourrais appeler app builder. J'ai lancé pas mal d'apps, iOS notamment, dont des gestionnaires de mots de passe, des gestionnaires d'habitudes et autres. Et donc, un peu comme, alors différemment de Terry, mais dans cette même veine, toujours aimé toucher à la tech et pas, uniquement, à la partie design. Et donc l'idée, c'est qu'on fasse un pont de tout ça, ensemble aujourd'hui. Et alors là, moi, ce qui pourrait intéresser aussi tout le monde, c'est comment ça s'est passé pour vous, cette révolution de l'IA. Et donc, je vais commencer par Alex, à savoir à partir de quand tu as découvert les LLM et tout ce fonctionnement, tout cet usage, tout ce nouvel usage pour toi?
Alors avant même qu'on ait un chat, j'avais fait des tests, d'un moteur, hein, de OpenAI avec un collègue. C'était avant, ouais, c'était en 2019, quelque chose comme ça. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte de l'intérêt pour la recherche utilisateur. Et donc c'est vraiment là-dedans que, ça a transformé, mon métier, parce que, bah, finalement, ça m'a permis d'accélérer pas mal de tâches en recherche utilisateur, que ce soit en préparation, que ça soit en analyse, que ça soit aussi, dans la partie un peu plus, exploration, d'hypothèses, que j'avais pas forcément, identifiées à la base. Heu, donc ça a radicalement changé mon métier en termes de quantité de données utilisateurs que j'ai pu traiter, et puis aussi en termes de rapidité. Sur la partie qualité, je suis un peu plus, mitigé, je pense que, l'IA n'apporte pas forcément plus de qualité dans notre recherche utilisateur, mais on aura l'occasion d'en rediscuter. Et toi Terry, comment ça a changé ton métier? Qu'est-ce que ça a changé? Quand est-ce que ça a changé? Yes, merci. Bah, du coup, de mon côté, bah, j'étais product manager, donc j'ai vraiment évolué, vers, les métiers du product building, donc plutôt que de spécifier directement construire. Si ça peut aussi aider, les personnes, de les rassurer, moi je m'y suis mis assez tard au final, donc j'étais au courant de la sortie de ChatGPT, mais c'est pas quelque chose que j'ai regardé tout de suite. Donc je me suis vraiment intéressé sérieusement au sujet en 2024 et c'est à partir de la rentrée 2025 où je me suis dit: «Là, il faut que je mette, juste, 100 de mon énergie sur ces sujets-là parce que c'est en train de drastiquement changer, les métiers du produit, donc product design, product management, et les frontières entre ce qu'on peut faire, sans être, ultra technique et avec des profils un peu hybrides qui ont aussi, un petit bagage technique, comme le mien. Donc le premier élément, c'est vraiment ça, c'est que je suis passé de product manager à product builder. Et ensuite le deuxième élément qui est un peu plus, transverse et c'est aussi, lié à l'augmentation de la productivité grâce à ces outils, c'est qu'aujourd'hui mes journées elles sont beaucoup plus fatigantes quand j'utilise, très fortement l'IA, ce qui est assez fréquent, parce que concrètement, j'essaie de me concentrer le plus possible sur des tâches à forte valeur ajoutée et j'essaie d'automatiser, de déléguer énormément de choses. Donc là où avant, je pouvais avoir des tâches, qui prenaient du temps, par exemple, pour faire des benchmarks, aller faire de la recherche, on va scroller de temps en temps sur Google, prendre parfois un peu s'éparpiller. Bah là, en fait, il y a plus la question de s'éparpiller parce qu'on a la réponse de manière instantanée et donc on doit tout de suite, penser à la prochaine chose et cetera. Donc en termes d'intensité des journées, ça a vraiment changé et c'est pas quelque chose, je pense, qui est si négligeable et quand j'en parle avec pas mal de mes pairs, c'est quelque chose, je pense, qu'on va venir, entendre de plus en plus, comment l'IA aussi a cet impact sur l'intensité des journées quand on l'utilise, fréquemment. Et du coup, je te donne la balle, Romain, oui, Romain, pour partager toi. Parfait. Ouais, bah, pour ma part, j'avais suivi, la release de ChatGPT d'assez près, mais pour, dire vrai, plutôt avec un œil méfiant. À la fois, curieux et je voyais bien qu'il y avait des possibilités intéressantes, mais à la fois une sorte de peur de se dire, «Bah, c'est la baisse absolue de la qualité et c'est l'automatisation à tout va». Et finalement, bah, c'est en prenant le temps d'explorer que j'en ai trouvé, des plus-values concrètes et des choses qui ont impacté mon métier. Donc je dirais que les 2 points, assez, notables, c'est que ça a fait sauter en fait 2 limites de mon quotidien. La première, c'est purement sur le prototypage, où bah, clairement avec les outils type Lovable, Figma Make aujourd'hui, on peut faire du prototype très interactif, utilisant de la vraie donnée, ce qui genre avant était enfin très compliqué. C'est que Figma, on voulait s'amuser à faire des protos avec de la vraie donnée. C'était un enfer à maintenir, en termes d'interaction, on était très, très limité. Donc ça, c'est vraiment un déblocage et hyper intéressant dès qu'on va sur des projets, complexes. Ça m'a aussi appris à changer mon approche du prototypage. Le second point, c'est vraiment sur, plus les capacités de comment on peut résoudre les problèmes de nos clients, de nos utilisateurs finaux. Forcément avec l'IA, bah, on a la possibilité d'apporter, alors entre grands guillemets, hein, mais de l'intelligence, là où c'était limité techniquement avant. Il y a pas mal de problématiques sur lesquelles on était bloqué ou avec des solutions très imparfaites et désormais, en intégrant l'IA, on peut juste débloquer de nouvelles portes, hein, et proposer de meilleures solutions à nos utilisateurs.
Donc, ouais, ces 2 limites-là ont clairement, bien sauté sur les dernières années. Plus en plus vite, de plus en plus d'outils. Alors donc Alexandre va nous faire enfin vous allez tous un peu nous parler de un peu de la théorie, enfin concrètement ce qu'est un LLM, comment l'utiliser, ce que ça n'est pas. Donc je vous en prie. Oui, donc on va pas vous faire un cours, sur l'intelligence artificielle, hein, ça me prendrait un peu trop de temps et puis c'est pas le sujet, d'être, trop technique. Hem, mais voilà, moi ça fait quand même quelques années que je forme aussi en IA. J'avais commencé aux UX Days pour ceux qui connaissent en 2023 et à l'époque, on avait, 4212 IA pour 1176 tâches. Qui était référencé sur, There is an AI for that et vous voyez que, bah, depuis en fait, ça a explosé en termes, d'IA. Curieusement, j'ai regardé là en octobre, il y a moins de tâches qui sont traitées par l'IA. Je sais pas encore de de raison derrière là derrière, mais, ça sera investigué. Mais, la question se pose de: est-ce qu'on a besoin de toutes ces IA différentes, de tous ces produits qu'on nous vend, sur le net, alors que derrière, ben, on va retrouver finalement les mêmes modèles et les mêmes mécanismes, les mêmes fonctionnements? Et on se faisait la réflexion en préparant, ce lab que, bah, en fait, c'est plus intéressant d'apprendre à discuter, à dialoguer, avec, les modèles qui sont derrière tous ces outils, parce qu'ils vont partager un socle commun, technique, de process, également, qui vont partager aussi, pas mal les mêmes fonctionnalités, les mêmes options. Et finalement, c'est plus intéressant d'apprendre à discuter avec, ces modèles plutôt que d'apprendre des outils en particulier, sachant que peut-être que demain, ben, cet outil, n'existera plus. Hem alors l'IA dans le product design, l'UX design, on peut le voir sous 2 angles. On peut le voir comme, l'IA faisant partie de l'expérience. C'est-à-dire que, bah, en fait, vous allez utiliser l'IA pour créer de nouvelles expériences ou améliorer des expériences existantes, que ça soit visible ou invisible, hein. Il y a plein, d'expériences utilisateurs où, l'utilisateur n'a pas du tout conscience, qu'il y a une intelligence artificielle derrière. Et donc on va pouvoir utiliser l'IA, dans, le flux utilisateur même. Et puis, et ça c'est plutôt Romain qui vous présentera ça dans son lab. Et puis on va pouvoir utiliser l'IA aussi, heu, dans le métier, dans notre métier, que ça soit en recherche, que ça soit en design, que ça soit, dans des tâches plus spécifiques, du prototypage. On va pouvoir utiliser, ces technologies pour pouvoir, aller plus loin dans l'efficacité, peut-être dans la créativité, hem et on va pouvoir aussi, heu et ça, c'est l'espoir que chacun a, en déléguer ces tâches qui prennent beaucoup de temps, et qui peuvent être très bien traitées par une intelligence artificielle. Alors quand on parle d'IA ici, on va parler beaucoup de LLM, donc des IA qui sont spécifiques. Ce sont des IA qui sont, entraînées sur, du texte, hein. C'est des IA en fait, qui, raisonnent avec des probabilités, qui vont essayer, si vous voulez, de trouver, le mot le plus adéquat qui se situe dans une chaîne, une chaîne langagière. Donc derrière les LLM, en fait, on a des systèmes qui sont hautement, liés aux probabilités et qui, en fait, cette intelligence n'est pas nécessairement une intelligence de raisonnement, mais plutôt de, savoir quel est le, mot le plus probable qui va se situer après un autre mot. Donc, voilà, typiquement, vous imaginez une phrase, «Le ciel est», et bien la probabilité la plus, forte que, ça soit, le mot bleu, hem
va monter. Donc plus on va être proche du 0, plus on va être, vers une probabilité, que ça soit le mot qui soit attendu. Donc ça, c'est important de bien avoir en tête, c'est que quand vous allez utiliser un LLM, 1, c'est pas une science infuse et puis, 2, derrière, en fait, ce ne sont que des probabilités et donc qui dit probabilité, dit, il peut se tromper. Hem, voilà. Hem Aussi pour l'intention, qu'on avait, par rapport à ces différents modèles, hein, vous allez voir, le chat, ChatGPT, des Perplexity, et cetera et derrière, comme je vous disais, ce sont toujours un petit peu ce sont des modèles, en fait, hein, qui se cachent derrière donc derrière un chat, quand vous allez utiliser un chat et ben, il vous pouvez avoir un ou plusieurs modèles et donc c'est important de comprendre comment ces modèles, ont été construits et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Alors, ce que n'est pas un LLM finalement, c'est une intelligence à tout faire. Je vous l'ai dit, heu, c'est une intelligence un LLM, c'est une intelligence qui est basée sur le texte. Donc même si on peut connecter, finalement un ChatGPT sur d'autres modèles qui vont générer, des images, mais quand vous parlez à ChatGPT, à la base, vous parlez à un moteur qui fait du texte et pas des images. C'est pas son job. Il va appeler d'autres outils pour faire des images. Son job, c'est de faire du texte. C'est pas une intelligence à tout faire, aussi dans le sens où, peut-être que vous allez lui demander des calculs, de générer, d'autres langages et à nouveau, il va utiliser des outils. Heu, un LLM a été entraîné sur toute une série de documents textuels, et ça va pas être les mêmes entre un Mistral, ou un OpenAI ou, un Gemini. Vous allez avoir, derrière des bases documentaires qui vont être différentes et qui vont être des bases documentaires finies. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous interrogez un LLM qui n'est pas connecté sur internet et que vous lui demandez quel est le premier ministre qui a été reconduit, au gouvernement, eh bien, probablement qu'il ne trouvera pas la réponse, si elle date d'hier. Parce que sa base de données, elle est limitée. Donc il va falloir le connecter sur, le net pour trouver d'autres sources d'informations. C'est pas meilleur que le raisonnement humain. Quand on parle de raisonnement et Thierry va et Romain vont aussi vous l'expliquer, hem, quand, on va vous parler de raisonnement d'un LLM, en fait, le raisonnement d'un LLM, c'est de suivre une procédure. Donc il va pas être comme nous à réfléchir, à faire des liens, s des liens sémantiques ou des liens logiques. Il va simplement suivre une procédure, donc un LLM n'est pas meilleur que vous et un LLM n'a pas non plus d'émotion. Donc ça, c'est important, c'est que dans notre côté humain, hem, nous allons pouvoir, alors là, je parle plus dans la partie user research, avoir un côté d'empathie, un côté de compréhension des émotions, de la psychologie humaine que le LLM est incapable de faire. Lui, tout ce qu'il fait à nouveau, c'est vous donner des probabilités. Hem Et c'est un outil qui va pouvoir fonctionner correctement quand, on va lui donner du contexte. Donc c'est un outil qui va être très performant sur la génération, la compréhension de texte, hein, puisque, c'est son métier. C'est un outil aussi qu'on va pouvoir, améliorer, affiner, que vous allez pouvoir personnaliser. C'est un petit peu ce qu'on va vous apprendre, aujourd'hui et finalement, vous allez voir qu'une fois qu'on maîtrise, l'outil, son cadre, son fonctionnement, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir gagner en productivité et ça implique que vous développiez une compétence particulière qui est le prompt engineering. En effet, il y a pour autant une question, qui s'est complexifiée avec le temps, c'est qu'est-ce qu'est un LLM? Où s'arrête la limite du LLM? Dans, les premières versions de ChatGPT qu'on a pu explorer, c'était un chatbot, on lui pose une question, il nous répond immédiatement. Très rapidement, on s'est rendu compte, si on lui demandait, avant de nous répondre, de, nous expliquer sa réflexion, de créer un plan de réflexion, puis de nous expliquer sa réflexion, puis de nous répondre, ça fonctionnait mieux. Et du coup, maintenant, ça a été inclus de manière native dans certains modèles. Donc, il y a des LLM avec raisonnement ou des LLM sans raisonnement. Un LLM sans raisonnement, c'est un LLM qui va répondre rapidement et vous allez lui poser la question, va directement vous donner sa réponse. Un LLM avec raisonnement, il va de manière internalisée, des fois caché, des fois il va vous le montrer. Quand vous allez lui poser une question,
réfléchir d'abord à un plan d'action. Et comme l'a dit Alexandre, quand on dit réfléchir, en fait, il va générer du texte qui lui fait écrire un plan d'action, puis générer du texte qui détaille la réflexion qu'il aurait pu avoir pour répondre à ce plan d'action. Puis finalement, vous, à la fin, il va uniquement vous afficher, vous montrer la réponse finale, qui est le texte généré à la toute fin après avoir généré l'ensemble de ce raisonnement-là. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on a globalement une meilleure qualité de réponse, mais ça vient avec des inconvénients que sont le temps que ça met pour donner une réponse, mais aussi forcément le coût financier, parce que ça tourne plus longtemps et donc ça coûte plus cher. Donc le choix du modèle en fonction de la tâche va avoir du sens avec ou sans raisonnement. Un deuxième gros point, qui pareil, une complexité apparue avec l'évolution des LLM, c'est est-ce que le modèle, le LLM va avoir des outils à disposition ou non? Typiquement, ChatGPT qui fait de la recherche sur internet, c'est qu'on lui a donné un outil qui lui permet de faire de la recherche sur internet. Le LLM en tant que tel n'est toujours pas capable de se balader lui-même sur internet, juste on lui dit: «Si tu as besoin d'informations fraîches, demande, entre guillemets, «demande-nous» de faire la recherche internet pour toi. Et donc quand vous demandez à ChatGPT de faire une recherche, lui, le modèle, il va faire un appel à un outil de recherche qui va lui retourner les résultats et lui permettre de générer une réponse basée sur ces données fraîches. Et donc les outils, c'est quelque chose qui va permettre de nombreuses compétences à ces LLM. C'est toujours pas le modèle en tant que tel qui est capable de faire tout ça, c'est juste qu'on lui a donné des super pouvoirs complémentaires. Et donc, en fonction des outils qu'on va donner au modèle, l'expérience va être complètement différente. Et c'est comme ça qu'on peut créer des ChatGPT Search, des Google Gemini qui éditent des Google Sheets ou autres. Et c'est une partie des choses qu'on pourra voir dans les prochains ateliers. Yes, merci. Donc, pour revenir sur, le prompt engineering, donc, concrètement, le prompt engineering, c'est, apprendre à parler à la machine, en langage naturel, sachant que ça peut être assez troublant comme on l'a tous testé, parfois, étant donné les réponses, on peut penser qu'on parle en humain, mais non, on ne parle pas en humain. Donc ce que je vais vous partager ici, en tout, il va y avoir 3 tips. Il y en a 2 que je vais partager là et le troisième, vous allez l'avoir dans chacun des ateliers, pour faire un petit teaser et lors du débrief, des ateliers, vous pourrez aussi nous partager, ce que vous avez pensé de cette troisième technique de prompt engineering. Donc le 1er point sur le prompt engineering, qui commence à être de plus en plus connu, là j'ai mis l'acronyme rôle, sachant que le premier élément c'est donner un rôle. Donc dire à l'IA qui elle est. Un exemple, tu es un expert, un senior product designer, de chez Google et aide-moi à, redéfinir, le flow, de sign out, de sign in, de sign up sur ma page d'inscription, par exemple. Donc vraiment lui dire, dans les chaussures de qui il se place. Donc ça, c'est le rôle. Ensuite, les objectifs, donc lui donner, le plus, d'éléments possible sur ce qu'on souhaite, faire, par rapport, à ce qu'on va par rapport au prompt. Des limites éventuelles, et enfin, alors là, l'acronyme est un peu tiré par les cheveux parce que exposé attendu, ça peut être aussi exemple. C'est lui donner des exemples de ce qu'on veut en termes d'output. Et ça va lui permettre du coup de le guider aussi, sur comment est-ce qu'on veut, que le LLM nous réponde. Donc j'ai mis cet acronyme rôle pour, s'aider, en termes, mémotechniques. Il y en a plein qui existent, des acronymes, différents. Mais voilà donc lui dire, qui il est, ce qu'on attend de lui, donc lui donner le contexte. Il y a pas de magie, hein, si on lui dit pas ce que l'on souhaite faire, il va partir, un petit peu dans tous les sens et pour encore plus fermer le contexte, on peut donner du coup, des exemples, que ça soit des exemples de données structurées si on veut en output de la donnée structurée ou, des façons de s'exprimer ou, des résumés enfin des structures de paragraphes si on veut, avoir un output, sous la forme de structures de paragraphes différents. Enfin, voilà un peu pour, le 1er point hyper important. Le deuxième, c'est si on a de la donnée à insérer, dans le prompt, ce qui arrive quand même assez souvent, ça peut être des user interviews par exemple, des verbatim. Pour insérer la donnée et éviter, le plus, possible, qu'il y ait une confusion entre la donnée qu'on insère et le prompt de base, où on instruit au LLM, c'est utiliser du coup des délimiteurs. Les délimiteurs aujourd'hui qui fonctionnent, le mieux et notamment pour le code, c'est ce qu'on appelle les code fence que j'ai mis en gras. Donc c'est les petits, les accolades inversées là. Là, je regarde sur mon clavier de Mac, c'est au-dessus de là où il y a le signe pounds à côté de la touche entrée. Après, ça dépend de vos claviers, mais c'est l'accolade inversée. En mettre 3 à la suite et ensuite, la donnée qu'on souhaite insérer et enfin, 3, à la fin
pour fermer. On peut aussi utiliser les tags. Les tags XML peuvent parfois porter à confusion. Donc c'est pour ça que je dis que vraiment ce qui marche le mieux, c'est les code fence. Enfin, il y a les triples guillemets qu'on peut utiliser. On peut aussi utiliser en termes de délimiteurs des gros mots-clés mis en gras, donc entrée, fin, begin context, end context. Et le dernier point des délimiteurs, c'est ce qu'on appelle le markdown. Donc c'est une manière de structurer un document. Donc les réponses typiquement que l'on a à chaque fois sur les outils type ChatGPT sont structurées en markdown. Donc d'ailleurs, quand vous faites un copier de la réponse et coller sur, par exemple, un éditeur de texte, vous allez voir ce type de signes, des dièses, des étoiles qui permettent en fait de signifier des titres, des mots en gras. Mais si vous deviez en retenir qu'un de délimiter, je vous recommande vraiment de retenir celui des code fence parce que ça permet aussi d'insérer du code, notamment quand on fait du prototypage. Donc les 2 types, que je vous ai partagés, donc le premier rôle, le deuxième les délimiteurs et enfin il y a un troisième type qu'on va voir, dans chacun des ateliers. Heu Maintenant, je laisse Pauline, introduire les labs. Vous êtes tous inscrits sur un atelier, donc j'espère que vous vous rappelez duquel. Jordan vous a envoyé aussi un petit lien vers le mythe qu'il faudra suivre. Donc le premier est plutôt lié à la problématisation, la recherche, l'empathie, enfin, en fait accélérer toute cette phase de recherche, de benchmark, voilà, pour analyser, en fait, ouvrir un peu le champ du problème, en fait. Hein. Ensuite, ce qui va être aussi intéressant, c'est d'arriver. Donc là, ce sera avec Alex. Le deuxième, donc ça va être donc du coup Romain. Romain, donc là, ça va être plutôt, on va arriver déjà sur une solution et ça va être l'idée d'estimer la faisabilité technique d'implémentation d'une feature IA, donc toujours en 5 prompts. Donc là, on part un peu de l'autre côté, mais de l'autre côté du problème. Et ensuite, Terry, ça va être plutôt, on passe une idée, voilà, et on a une idée assez claire, et comment on peut le tester rapidement avec Lovable ou il y a d'autres outils. Donc ça, c'est vraiment comment on arrive à, en tout cas, chaque sujet est vraiment lié à comment on va aller un peu plus vite sur cette première phase pour ensuite aller creuser plus précisément avec notre bon vieux process design et qu'on va aller creuser plus tard donc dans les prochains labs. Donc du coup, est-ce que vous avez tous bien votre lien Meet et après là je vais vous parler du sujet. Alors, donc là, comme voilà, on est vraiment en période de déjeuner, on se dit qu'on a envie de manger. Surtout moi, j'ai pas prévu de manger ce midi. Donc, comment on peut, en tout cas, je suis pas encore dans la cible vraiment, mais alors, le problème là, c'est comment on pourrait aider, favoriser, et voilà, aider les gens à mieux manger différemment. Mais bon, quand même se démarquer par rapport à l'existant en utilisant les nouvelles technologies. Donc, vous savez qu'il y a énormément de concurrence. Vous allez voir du coup plutôt avec le groupe d'Alexandre. Et notre persona, c'est plutôt des actifs urbains ou périurbains, 20-35 ans. Voilà, plutôt pas assez de temps pour vraiment organiser un repas, se cuisiner, etc. Enfin, a priori, mais attaché à la qualité alimentaire et plutôt à l'aise avec le digital, petit budget. Donc voilà, donc vous allez travailler à partir de ces données qui sont souvent les premières, les seules en fait que vous pouvez avoir d'un commanditaire, d'une start-up. Et donc comment vous pouvez aller créer du contenu, créer du contexte et peu à peu prioriser. Et voilà, est-ce que j'ai autre chose à dire? Est-ce que c'est clair? Donc vous allez donc passer de chacun dans votre groupe et vous allez vous reconnecter après donc à 13h30, ouais, ça me paraît un peu juste, mais on va peut-être décaler un petit peu à 13h40. Donc à 13h40, vous allez revenir sur ce live. Ici, comme ça, on fera le débrief général après vos expérimentations. Ça va? Voilà, donc Jordan vous a envoyé les liens et donc vous pouvez rentrer dedans, c'est ouvert, c'est open. Tout ça, ça sera enregistré aussi, donc vous pourrez revenir aussi sur le replay
plus tard. Voilà. Ça va quand même, vous avez réussi à arriver à quelque chose? Bah, c'est l'avantage On de a, l'IA, très rapide. on a fait un 50%. Il y a déjà les premiers résultats, mais on aurait pu aller plus loin encore. Alors déjà, là, dans le chat, est-ce que pour avancer un peu sur notre agenda très surchargé, est-ce que vous avez des premiers enseignements à partager? Alors, quels sont... J'enlève. Je sais pas pour Terry et Romain, mais ici, ça s'est passé très, très vite, hein. Et très vite. J'ai Ouais. l'impression qu'on a tous le même ressenti et que le chat confirme. Yes. Donc ça, vous êtes un bon test. Donc le principe des labs, ça sera effectivement d'essayer de rester court, mais rentrer tout de suite sur la pratique. Là, on avait peut-être un petit peu de temps de démarrage, donc à voir si on rallonge un tout petit peu à 2 heures, mais ça fait peut-être trop pour vous. On va voir. On va vous poser des questions. Pas assez de temps, ouais. Alors, sachez que les prochains labs seront en plus petits groupes. Là, vous êtes très nombreux aussi. Ça, je pense que ça peut-être ça joue. En tout cas, voilà. Donc, les débriefs, qu'est-ce qu'on a? Très opérationnel. Alors, quand vous parlez de... Alors, c'est cool parce que là, je crois que vous parlez aussi du format du lab. Ça, c'est hyper cool en termes de retour. Donc ça, merci. Et vous, quels sont vos enseignements pour la suite? Qu'est-ce que vous allez mettre en place dès cet après-midi-là? Enfin, plus précis. Après, Alors, quel est... Pauline, du coup, ouais, on le fait. Parce que moi, j'avais dit de faire de vive voix par Ouais. une championne ou un champion, mais on peut le faire aussi par le chat, hein. Après, je sais pas, comme Oui, tu le veux. temps que les gens arrivent. Ouais. Le temps que les gens arrivent, mais... Et vous, les intervenants, qu'est-ce que vous avez... comment vous avez vécu la chose? Bien, il a fallu improviser un petit peu pour changer et aller plus vite, mais je pense que les réponses étaient intéressantes, nécessiteraient qu'on en discute tous ensemble. Yes, ouais. On a eu Adriana qui a eu une réponse très, très succincte de l'IA. Je ne sais pas si elle veut partager, mais... Adriana, oui, je ne sais pas si tu peux parler par contre là, dans ce stream. Mais en tout cas, si tu peux partager en texte, c'est cool. Donc ouais, apprentissage, structuration de prompt, travailler son format sortie, tout à fait. Itérer seul, itérer grâce à la machine. Préparer le prompt en termes de valeur. Et donc, par exemple, intégrer des éléments métiers. Voilà, plus c'est précis, mieux c'est. Ok, donc Quentin qui découle les métaprompts, et donc c'est trop bien. Expliquer le raisonnement apporte énormément. Yes. Donc ça, c'est bien. En fait, là, ce que je vois, c'est que vous comprenez qu'en fait, il faut quand même réfléchir. Ça, c'est cool. C'est quand même une bonne nouvelle, non? Non, mais c'est bien. En fait, plus vous réfléchissez par avance, effectivement, plus ça sera précis. En fait, vraiment, adressez-vous à votre meilleur collègue qui comprend tout ce qui... Enfin, qui vous comprendrait, en fait. Donc, c'est exactement ça. Ayez des intentions, en fait, des intentions très fortes. Et donc, vous pouvez passer beaucoup de temps sur la création d'un prompt et peut-être jamais envoyer, quoi. Jamais envoyer, c'est juste que vous avez déjà hyper bien structuré votre pensée et c'est le plus gros travail, en fait. Je sais pas, vous êtes d'accord avec ça, les amis?
Terry? Très clairement, ouais, je pense que c'est important de savoir ce qu'on va lui demander et après quand même la pratique. Moi le enfin de juste, ce que je partageais aussi, en clôture là, c'est, en intro du lab, il y avait un point sur le fait que des personnes utilisaient déjà l'IA, mais elles n'avaient pas encore le retour sur investissement, elles passaient plus de temps en fait à l'utiliser que d'avoir que ce que ça leur apportait à l'instant T et en fait, moi, le message derrière, c'est vraiment de dire que oui, effectivement, aujourd'hui, tu as peut-être pas un ROI tout de suite, mais il y a une manière de réfléchir qui est en train d'évoluer, une manière de penser, et de travailler qui va évoluer et le meilleur moyen de pouvoir, rester, dans le game, c'est justement d'utiliser, sans attendre tout de suite le ROI instantané, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Sachez que les prochains labs, justement, bah, ça sera Terry Michel le 4 novembre. Notre cher Thierry. Le 4 novembre. Donc, justement, qui voulait voir un petit peu comment ça va se passer pour proposer un lab bien adapté. Mais effectivement, on va travailler à fond sur, enfin à fond, sur Lovable, ChatGPT. Et certainement, tu nous proposeras un lab sur N8N, mais plutôt en 2026, avec l'automatisation entre agents. Ensuite, Romain prendra la main le 2 décembre pour développer une app, justement, donc aller beaucoup plus loin. En fait, là, on va aller beaucoup plus loin les prochains labs, en gros. Développer une app donc avec le Webull, etc. Donc le 2 décembre. Et ensuite, nous avons plusieurs intervenants, dont Alex qui contribuera plutôt l'année prochaine. Et donc, notamment Stevie Gosset et Lisa Huillier, donc, qui proposera un lab sur l'intégration de l'IA au bon moment et à bon escient. Enfin, donc c'est-à-dire que c'est vraiment ça notre but ultime. Et puis, donc, nous aurons des formations à venir, donc fin 2025-2026, donc sur l'immersion dans un nouveau mode de travail, l'impact de l'IA sur tous nos métiers, l'organisation de notre propre environnement de travail, créer ses propres agents et développer vraiment la pratique prompt engineering. Et évidemment, on fera un design sprint Redux. Donc, c'est-à-dire que là, on peut passer de 5 jours à 2 jours. Donc, on va faire un petit sprint là-dessus. Donc, ça va être des formations qui vont arriver en fin d'année. Et donc, pour suivre tout ça, je vous conseille de vous connecter sur Circle où vous aurez les replays, les inscriptions aux prochains événements. Et voilà, donc je voulais vraiment vous dire que c'est vraiment que le début et que là on était en test. Et donc là, le but, vraiment l'idée, c'est vraiment que vous compreniez qu'il faut vous y mettre, hein, si c'est pas le cas encore, parce que c'est pas forcément la machine qui nous remplacera, mais en tout cas, ceux qui utiliseront bien l'IA risquent vraiment de passer, risquent, et c'est déjà le cas en fait, sont forcément les plus à même de répondre à toutes les problématiques actuelles et notamment de productivité et l'organisation du travail qui change énormément. Donc mettez-vous-y, mais avec conscience, donc testez, mais utilisez bien les outils qu'on vous a donnés pour éviter aussi de générer trop de coûts matière, de coûts impact carbone, mais aussi de coûts de crédit. Donc vous voyez que vous êtes vite limité si vous voulez travailler gratuitement. Donc la méthode, ça vous permettra d'agir plus en conscience et avec une vision un peu plus éco-conception. Je vous laisse la parole, les amis. J'ai dit ce que j'avais à dire et vous pouvez aussi, voilà, merci. Voilà, c'était ça, c'est cette petite phrase qu'il faudra bien mémoriser avant de reprendre votre travail. Et donc, je vous la laisse lire et méditer dessus. Et en tout cas, ravi de voir tous vos retours et échangeons sur Slack ou Circle, ce que vous voulez pour la suite des événements. Et puis inscrivez-vous également à tous les prochains labs. Yes. Merci beaucoup, c'est cool. Merci, ouais. Merci à toutes et à tous. Voilà.
Ismaël, ouais, on va merci. ramener Psypi, tout à fait, on verra tout ça. Euh, Cool, merci. Bon, bah, je vous souhaite bon appétit après tous ces apps, ces apps pour manger bien. J'espère que vous mangerez bien. Et à bientôt pour nos prochains événements. Yes.